Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Transparence. Et encore une fois, nous avons décidé de vous offrir un sujet assez intéressant pour cette 17e édition de Transparence. Le sujet de cette semaine, c'est la bonne santé. La bonne santé de la population haïtienne est-elle tributaire de l'entraide médicale? Donc on va parler santé. On va beaucoup parler santé parce que notre invité du soir, notre invité de la semaine, est un médecin. Il s'agit du docteur Ernst Chavan, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Pradel. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Bienvenue dans Transparence. Merci déjà de m'avoir invité à ton émission. Eh bien, merci tout l'honneur beaucoup. Est pour moi. Et d'être avec nous, Ernst Chavan, un Port-au-Princien qui a passé 23 ans de sa vie sur les bancs des écoles de la République d'Haïti. C'est très important de le dire. Il a commencé en 1974 à l'école du Pasteur Néré pour terminer en 1997 à la faculté de médecine, en passant par le nouveau collège Byrd. C'était de 1982 à 1989. Jeune médecin, il s'en va pour un service social à Cercle-à-la-Source, dans l'arrondissement du département du Centre. C'est bien ça? C'est bien. Chirurgien orthopédiste et traumatologue, Dr Ernst Chavan arrive en France en 2001. L'université Paris 5, René Descartes, le reçoit pour une formation avancée en chirurgie orthopédique et traumatologique. Depuis 2007, le docteur officie au CHIV, c'est le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, c'est dans le 94. Suite au séisme de 2010, le docteur Chavan crée l'association Solidarité CHIV Haïti. Jusqu'à présent, je suis... C'est bien. Parfait. C'était en septembre 2010, la création de cette association dont l'objectif était de participer activement à la formation continue médicale, paramédicale et biomédicale du personnel haïtien. Également apporter un soutien matériel et moral au peuple haïtien. Ceci en partenariat avec les structures de santé en Haïti, particulièrement le ministère de la Santé et l'association qui s'appelle Zami la Santé. En fait, c'est pas une association, c'est une organisation non gouvernementale haïtiano-américaine. La première question que j'ai envie de te poser, docteur Chavan, la médecine fut-elle pour toi une vocation ou bien tout simplement une opportunité? Je commencerai comme je n'avais pas fait. J'ai commencé à saluer les téléspectateurs d'H-Live en Europe, en Amérique du Nord et à travers le monde. Et pour répondre à ta question, c'est une vocation. C'est une vocation. Donc, des pour petit ou dit ou t'as même une docteur? Mais oui, c'est toute une histoire. C'est vrai que tu m'as rappelé. Il est le fait que j'ai reçu une éducation protestante. Ma mère était protestante. Elle nous emmenait à l'église, chez Pasteur Néré, c'est à Delma, près de Delma 3. Et moi, je me voyais, lorsque je voyais le Pasteur Néré, très éloquent dans ses discours, je disais, je vais être pasteur. Et lorsque j'étais à l'école, Pasteur Néré, j'avais une plaie, une blessure au niveau de la face plantaire de mon pied qui était abcédée. Et ils m'ont emmené, il y avait un dispensaire à cette école. Et son fils Bob Néré était pasteur. Et c'est lui qui m'a incisé, évacué l'abcès. Et je dormais pas. Et depuis là, c'est comme si j'étais ressuscité. Et je me suis dit, voilà, j'ai l'impression, entre pasteur et médecin, il vaut mieux que je sois médecin. Depuis là, dans ma tête, j'étais en préscolaire. Hein. J'ai dit, il faut être que je serai médecin. Et voilà, j'ai tenu et je suis chirurgien. Quand on a une vocation comme ça, est-ce que c'est tous les jours on y pense, toutes les semaines, ou bien à chaque classe qu'on change, on y pense? Parce que quand on est petit comme ça, on a une vocation. Tous les jours on y pense. Ça dure toute la vie, ça. Tous les jours on y pense, c'est quand on devient vieux, même en se rasant, on y pense. Et quelle est la démarche? À chaque pas qu'on fait, on dit, bon, il faut que je fasse telle étude, il faut que je réussisse déjà ces classes, etc., pour pouvoir arriver à mes fins? Bon, c'est vrai que quand je dis on y pense tous les jours, c'est sûr qu'on sait que les étapes, quand on est dans une classe, on sait, et ce qui est important, c'est de s'appliquer à ces études. C'est-à-dire que je sais très bien, il me faut la moyenne, c'est le minimum. Il faut une certaine moyenne pour passer à une classe supérieure. Et on sait que quelle section qu'il faut faire aussi. Déjà, quand on est en section C, si je me souviens en Haïti, c'était plus facile à s'orienter vers la faculté de médecine. Donc, parce qu'il y a certaines matières qu'il va falloir bien maîtriser, les maths, la chimie, physique, etc. Et tu étais un bon élève? Je crois que c'est ces trois matières-là. J'ai eu la chance d'avoir de bonnes notes dans ces trois matières. Ouais. Et en tant que produit des institutions haïtiennes, que penses-tu de la tournure que prend ou qu'a pris l'éducation dans le pays? Comprends plus de moi la question?
en tant que produit de ces institutions haïtiennes. C'est-à-dire... Et oui, en tant que monde qui réussit, qui participe, qui fait pratiquement 23 ans dans l'école Haïti. Et qu'est-ce que tu penses justement de cette éducation aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça a progressé ou bien ça a régressé? Attends, comme je suis entré en France depuis novembre 2001, il y a certaines... C'est un peu difficile à le dire, mais je pense que ça a progressé. Haïti a progressé. C'est vrai que l'image qui reflète le pays actuellement reflète pas notre progression, mais quelque part, on a progressé. Hein. C'est vrai que moi, j'ai suivi pas mal sur les réseaux sociaux ce qui se passe en Haïti. C'est vrai qu'on aurait aimé être mieux que ça, avoir une meilleure image, mais je pense que ça a progressé. Ça a progressé. C'est pas la même population également, faut le dire. C'est pas la même population. Parce que quand tu passes quand tu passes de 4-5 millions à 12 millions d'habitants, surtout à la capitale, c'est pas la même chose. Je pense que ça a progressé. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que cette 17e édition de Transparence est possible grâce à la revue Boyo Magazine, grâce à l'émission Boulevard du Compas sur Espace FM, grâce à l'artiste Wilson Amos également. Et puis, je salue le restaurant Aux Ananas qui soutient notre chaîne H-Live. Nous savons que les études spécialisées et pointues telles que la médecine requièrent beaucoup de recherches tout au long du cursus. Est-ce que Haïti dispose des infrastructures nécessaires pour bien former ses étudiants? Il y en a, mais il nous manque, c'est très peu par rapport à la population. Et il va falloir qu'on fasse plus que ça. Comme tu viens de me poser par rapport à la progression, à mon époque, il y avait quasiment que la faculté de médecine de l'État d'Haïti. Et sur tout le pays, on recrutait sur un concours et on prenait une centaine sur tout le pays. Alors là, actuellement, on a pas mal. Il y a Notre-Dame, il y a d'autres que j'oublie, mais les stagiaires qu'on recrute ici viennent pas mal d'autres structures, d'autres universités privées. Parce qu'avant, il n'y avait que l'université d'État d'Haïti. Est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment de grandes universités maintenant dans le pays pour former notamment dans le secteur médical? Par rapport à la population, aux besoins, je crois que c'est pas suffisant. Pas du tout. C'est pas suffisant. Et il faudrait qu'on ait quoi? On a 10 départements, on a 12 millions de personnes. Il faudrait combien d'universités? Au moins par département. Une dizaine au moins, déjà, on peut commencer par ça. Et puis, chaque département peut être indépendant. Et puis, voilà. Et puis, sur certains modèles, on peut multiplier l'université. Parce qu'un pays, au moins, ne peut pas se développer sans le milieu universitaire. Mais il existe, si je me trompe, tu me le dis, il existe des hôpitaux universitaires. On pourrait avoir les deux. Est-ce qu'on en a en Haïti? Oui, il y a l'hôpital général, l'hôpital de Mirbalais. Et je crois qu'il y en a du côté dans le sud, les Cailles, que je ne maîtrise pas bien. Mais avec les hôpitaux universitaires que je travaille, c'est surtout l'hôpital général et l'hôpital universitaire de Mirbalais. Alors, tu as fait des études, de longues études en Haïti, c'est très important de le préciser. Et une fois que tu as eu ton diplôme, tu as été diplômé en 1998, tu as décidé, ou pas, tu vas nous le dire, d'aller faire un service social à Cercle-à-la-Source dans le département du Centre. Était-ce une obligation ou bien c'était un devoir pour toi? C'était une obligation parce qu'en Haïti, quand tu passes 6 années à la faculté de médecine, à la 7e année, tu es obligé d'aller faire le service social. Ce qui est bien. Tu choisis l'endroit. Tu choisis pas comme ça, c'est d'après le classement. Il se trouve que moi, mon groupe, j'étais obligé, je suis parti après mes collègues. Parce que moi, j'étais obligé de refaire à l'époque la médecine. Service de médecine, c'est la médecine interne. C'était 2 mois de stage, je me souviens, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Parce que mes collègues étaient déjà partis en province, ils gagnaient, il y avait un salaire derrière, alors que moi, j'étais obligé de refaire la médecine. Mon groupe, la médecine interne, 2 ans. Et là, il restait Cercle-à-la-Source et du côté du Cap, et Labadie, il restait que 3 ou 4. Et Sodo, on était 4 ou 5 collègues, et moi, j'ai choisi Cercle-à-la-Source. C'est comme ça. C'était juste un choix comme ça? J'avais le choix de Cercle-à-la-Source, Sodo et Labadie. Labadie, c'est carrément dans le nord. Dans le nord, je sais. J'avais ce choix. Et moi, j'ai choisi Cercle-à-la-Source. Tu connaissais déjà? Non, pas du tout. Pas du tout. Justement, c'est là que c'était un choc.
Et comment ça se passe quand on arrive? C'était un choc pour moi parce que je pensais... On est logé, nourri, blanchi. Alors, à mon époque, je parle là, on monte en 98. C'est un choc pour moi. Je ne pensais pas qu'Haïti avait un endroit comme ça. Arrivé à Cercle-la-Sousse. D'ailleurs, j'étais obligé, je suis resté à Hinche pendant 2 semaines avant de m'installer, avant que l'État français puisse m'installer. À Hinche, j'étais avec les collègues, c'est le chef-lieu. Et je les aidais à faire la consultation. Le soir, on jouait au foot sur la piste d'aviation, je me souviens. Et 2 semaines après, vers 22h, 23h, on est arrivé à minuit à Cercle-la-Sousse. J'ai reçu la population. Et tout de suite après, à minuit, on reçoit une population. C'était pas facile. Les gens, il n'y a aucun médecin qui voulait rester là-bas. Et après, on m'a amené dans un logement. L'État haïtien n'avait pas... Déjà, j'avais pas de logement. C'est la dame, la voisine d'en face, qui avait une maison secondaire et qui a dit, bon, dans ce cas, on va donner provisoirement la petite maisonnette au médecin. Première chambre, c'était une maison qui était fermée pendant longtemps. T'as des toiles d'araignée, un petit lit, machin. C'est comme si on allait dans une maison de campagne qu'on avait laissée. C'est la campagne. Et quand on arrive, il y a une deuxième salle, c'était une pièce, on va dire. C'était la salle à manger. Le troisième, c'était une chambre avec son cercueil. Donc, du coup, il y avait quoi? Son cercueil qui était là. Son cercueil. Tout à fait. En Haïti, comme ça, surtout à la campagne, on n'a pas de pompe funèbre, donc il faut enterrer le corps vite fait. Donc déjà, elle a été habitée en face, mais dans l'autre maison secondaire, elle était très âgée. Et là, tous mes amis me regardaient, ils me disaient, Hans, on ne te laisse pas. Il n'y avait pas de lumière, rien du tout. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne me laissez pas, pourquoi? Non, tu ne restes pas là, c'est pas normal. Je dis, non, je reste. Je suis venu faire mon... Ils ont besoin d'un médecin, ils ont besoin du monde. Je reste. Et je dors ici. J'ai dormi ici, là-bas, et puis après, la dame, une semaine après, m'a dit, écoutez, docteur, il m'a fait comprendre que je ne pourrais pas rester là parce qu'il y a ces enfants qui vivent à l'étranger, en Amérique du Nord, qui peut-être vont venir en vacances. Et là, jusqu'à présent, l'État haïtien ne m'avait pas donné de logement. Et puis, il se trouve que le dispensaire était très moderne. Et puis, c'était très grand. Je l'ai divisé en 2. Je dis, bon, dans ce cas, ils ne m'ont pas proposé de logement. Je l'ai divisé en 2. Je l'ai divisé en 2. Une partie, c'était pour la médecine. Et l'autre, c'était ton logement. Mon logement, voilà. C'était payé? Oui, l'État paye le rond. Oui. Ouais, on a un salaire quand on est au service social. On est bien payé? Bien, c'est comment dire. Pour un jeune diplômé. C'était suffisant à vivre, mais bien payé par rapport au niveau de vie. Non, par rapport au niveau de vie à l'époque, c'est sûr que... C'était décent, quoi. Écoutez, je n'étais pas encore marié, j'avais pas une famille, mais je pense que quelqu'un qui était déjà marié à une famille, c'était sous-payé, je crois, à l'époque. Je parle à l'époque, hein. C'est pas là maintenant comment c'est. Et puis moi, j'ai fait mon service social. Et ça a duré combien de temps? Non, après, je faisais pas que la médecine, je suis vite fait intégré dans la population. D'ailleurs, j'ai failli perdre ma vie là-bas. Parce qu'une fois arrivé là-bas, ça m'avait étonné. Et je me suis dit, ils peuvent pas vivre comme ça. Et c'était la misère comme pas possible. À l'époque, il y avait que le prêtre de la vie qui avait l'électricité. Moi, avec les panneaux solaires, je m'arrangeais. Et comme j'avais des amis, la directrice de la télécommunication à l'époque s'appelle de la Téléco. Téléco, ça s'appelle. La directrice de Pomeroy, c'était une amie à moi et qui faisait déjà l'humanitaire là-bas. Okay. Et je l'ai fait monter, la télévision nationale, tout ça. J'ai distribué des fournitures scolaires dans toutes les écoles là-bas. Ah ben forcément, ça m'avait fait comme là-bas. Je crois qu'il y avait déjà mouvement paysan papaye, si je me souviens. Et forcément, ça me faisait un opposant politique. Ah oui, tu étais carrément dans la politique, là, déjà. Pas du tout. C'était un truc, je faisais un truc apolitique. Mais on te voyait comme un opposant. Et j'ai organisé une compétition internationale de foot. Internationale, n'importe quoi. Interdépartementale, oui. Et c'était comme international pour les gens du coin qui ne voyaient pas les autres. Ouais, le prêtre m'avait... Justement, on le faisait comme ça. Le prêtre, à l'époque, nous a donné le presbytère pour loger toutes les autres équipes. Les autres équipes venaient d'autres communes. Oui. Et le jour de la finale, j'ai failli perdre ma vie. C'était fou. Ça, voilà ça que il y a une seule entrée sur le terrain. La télévision nationale était là, les radios étaient... Il y a plein de radiostations. Puis quand on commence à faire nuit, c'est des jets de pierre qui se lançaient sur nous. Et Dieu seul sait comment je pu laisser là-bas le soir.
J'ai eu des menaces, mais j'ai dit, je vais rester. Hein. Il y en a qui m'ont dit, docteur... Mais des menaces pourquoi? Ah bah, forcément, j'étais un représentant politique, probablement. Ils m'ont attribué à d'autres partis politiques, mais ce n'était pas le cas. Ouais, peut-être qu'ils pensaient que tu avais des intentions politiques. Il y en a qui me disaient que si vous dormez ici, mais je dis non, je suis en Haïti, j'ai peur de rien, moi. Mais mes amis qui étaient là, les représentants, m'ont dit non, on ne te laisse pas. Ils sont partis au dispensaire, ils ont récupéré toutes mes affaires. Et je suis entré à Port-au-Prince. De chez temps, je suis à Port-au-Prince. Après, il y a d'autres choses, mais j'ai aimé, j'ai fait vraiment le service social, j'ai appris à aimer Haïti, à connaître Haïti sur un autre aspect que par Port-au-Prince, la République de Port-au-Prince qu'on a. Et j'ai un garçon que j'ai adopté qui a 22 ans, qui a du sac à la sauce. Bébé, c'est moi qui ai coupé son cordon ombilical. Génial. C'est toute une histoire. Une très belle histoire d'ailleurs. Il faudrait combien de médecins pour le nombre d'habitants qu'on est en Haïti? On est 12 millions, il faudrait combien de médecins à peu près pour qu'on dise on est un pays normal? C'est vrai que c'est une question de collègue, parce que c'est sûr que je ne fais pas partie du ministère, je ne travaille pas au ministère de la Santé. Non, mais au niveau des normes internationales, je veux dire, il faudrait un médecin pour combien d'habitants en général dans un pays, disons, développé? Pour Haïti, un médecin pour 1000 habitants? C'est sûr, ouais, pour Haïti. Pour Haïti, je fais une centaine. Un médecin par 100 000 100 000, tout ça. Je sais pas. Non, une centaine, pas Haïti, jusqu'à une centaine déjà. Une centaine de... Ouais, parce qu'il y a ce qu'on appelle la médecine familiale qui sont en train de développer là-bas. Attends, une centaine de quoi? Une centaine de médecins? Déjà, c'est pas mal, hein, si elles sont, oui. Un médecin pour 100 personnes? Oui, c'est déjà pas mal, c'est ça. L'idéal, ça aurait été ça, déjà. Ouais, l'idéal, oui, mais... Parce qu'il y a la médecine familiale, parce que, si tu vois, les gens, ils doivent avoir un médecin référent. Justement, il y a un programme qui est Zambie la Santé. Zambie la Santé, c'est une ONG haïtiano-américaine. Elle fait à travers le monde. C'est un de nos partenaires. Et ils ont commencé ce programme de médecine familiale, qu'on appelle ici le médecin traitant. Et je pense que si on pouvait passer à ça déjà, c'est un minimum. C'est un minimum parce que l'un des problèmes, c'est que les gens, au lieu d'aller à l'hôpital, il y a la médecine traditionnelle chez nous. On en parlera dans cette émission, c'est clair. Les structures du pays... Oui. Allez-y, oui. Les structures du pays ne seraient-elles pas hostiles aux professionnels, aux gens qui ont fait de longues études, c'est-à-dire dans le sens où on vous empêche de rester dans le pays parce qu'on ne vous donne pas les moyens de travailler, vous êtes obligé de partir? Pas la structure, c'est peut-être l'environnement, je ne sais pas, la situation. Est-ce que c'est la politique actuelle qu'on a ou parce que c'est tout un ensemble. Hein. C'est une question, si on va le prendre dans le sens long et large, c'est tout un ensemble parce que c'est vrai que quel que soit le pays, hein, c'est pas que Haïti, la personne va s'auto-évaluer. Quand je fais des études, que je suis chirurgien orthopédiste, je vais essayer de m'auto-évaluer par rapport à quoi? Par rapport aux pays les plus avancés, industrialisés, par rapport à un Américain, par rapport à un Français. Qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il fait? Et en même temps, on veut toujours avancer dans la vie. Parce que comme tu parles de structure, on est très limité. Quand tu prends dans ma spécialité, la chirurgie orthopédique, et même en France, c'est une spécialité qui coûte hyper cher. Ah oui. C'est quoi la chirurgie orthopédique exactement pour les gens qui ne connaissent rien dans les termes médicaux? C'est une chirurgie qui s'occupe de l'appareil ostéo-ligamentaire, appareil musculaire ostéo-ligamentaire. C'est-à-dire que... Pas les Chinois, Mounio, non? Ah ben ok, qui os, tendons, muscles. Ok. Donc les sportifs sont... Particulièrement les membres, si je parle créole, je ne sais pas si tu veux... Braillot, et puis toutes les jambes, pieds, cuisses, etc. Et puis rachis. Ok. Ah oui. Et puis colonne vertébrale, oui. C'est vraiment sensible tout ça. Ouais, voilà, c'est important parce que quelqu'un qui a des problèmes articulaires ou autres fonctionnels, eh ben, psychologiquement, ça peut avoir un impact sur la personne. Il mourir à petit feu. Des fois, on fait comme Jésus, lève-toi, il marche. Et ça marche. Et ça marche toujours, heureusement. Ça marche parfois. Ah non, jusqu'à présent, ça marche toujours. C'est vrai que la chirurgie orthopédique actuellement est très avancée. Surtout dans un pays comme en France, on n'a rien à voir avec les États-Unis. C'est ça que les stagiaires, quand ils viennent ici,
C'est une bonne formation, hein. C'est de haute qualité. Effectivement, on va parler des stagiaires également. Par contre, quand tu as vu le thème de cette émission, puisque j'ai choisi le thème sans t'en parler volontairement, et qu'est-ce que tu en as pensé? La bonne santé de la population haïtienne est-elle tributaire de l'entraide médicale? Ah oui. Est-ce que c'est vraiment ça? On dépend de ce qui vient d'ailleurs, de l'entraide médicale des pays étrangers? Pas 100%, mais pour le moment, vu notre niveau, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on n'a pas une école propre à nous. Il n'y a pas qu'Haïti, hein, si tu vois toute l'Afrique. Hein, le jour qu'on aura peut-être avancé, mais pour le moment, on est dépendant de l'extérieur. Et particulièrement, je vais te dire, la diaspora haïtienne. On va entrer dans le vif du sujet dans un instant, mais avant ça, j'ai envie de te poser cette question bizarre. Quelles sont les passions et les loisirs d'un chirurgien tel que Ernst Chavan? J'aime bien voyager. Le cinéma, le sport aussi. Attention, par rapport à tes réponses, je vais te piéger. Ah ben, piège, je suis là pour ça. C'est quoi le dernier film que tu as vu? C'est plutôt un truc documentaire. J'aime ça, j'aime les films documentaires également. Okay. C'est la décolonisation de la France, sur les pays colonisés par la France. Le Maghreb, j'ai vu, il y avait à l'époque Indochine, qui est devenu le Vietnam, Laos, etc. Oui. Et tu connais le cinéma haïtien? Tu as déjà vu un film haïtien? Oui. Ouais. Lequel qui t'a marqué? Ah ben c'est celui que je ne fais pas. Et c'est sur Toussaint l'ouverture. D'ailleurs, j'ai rencontré. Jimmy Jean-Louis, c'est ça? Voilà, que j'ai eu la chance de rencontrer à l'ambassade d'Haïti, avec à l'époque l'ancienne secrétaire de l'association. Ok. Ça, j'ai aimé parce que j'aime bien tout ce qui est le film sur les histoires de tous les pays, et particulièrement l'histoire haïtienne m'intéresse. Pendant que tu étais à Cercle-à-la-Sauce, tu as décidé d'organiser un tournoi de foot. Tu es footeux? Ah, tout à fait. Oui. Bon, comme quasiment tous les Haïtiens, en Haïti, le sport numéro 1, c'est le foot. Oui, c'est le sport national. Le sport national. Dans tous les pays en voie de développement, je pense que c'est plus facile à avoir un ballon. Moi, j'ai connu, lorsque j'étais en primaire, on faisait des ballons de foot avec des chaussettes. Hein. Oui, moi aussi. Donc, avec les canettes, tout ça. On jouait avec, tout ce qu'on voyait, c'était... Peut-être que le problème que tu avais au pied quand le fils du pasteur Néré t'a traité, peut-être que c'était en jouant au foot. Tout à fait, devant chez moi, j'étais pieds nus, il y a un clou rouillé qui est entré sur la voûte plantaire. Et je ne pouvais pas dire ça à ma mère parce qu'au lieu d'aller au lit, j'étais en train de jouer au foot devant chez moi, c'était très tard. Et j'ai pris mon bain avec. Ah oui. On va dire une douche de préférence. Et puis, avec de l'eau, c'est surinfecté. Le soir, je ne pouvais pas dormir. C'était collecté. Ouais. J'ai eu de la chance sur ce collecté. Le soir, je ne pouvais pas dormir. Ça me lançait. C'était douleur lancinante, quoi. Et puis, je ne pouvais pas dormir. Et le matin, quand il m'a incisé, et là, c'est plantaire, je revivais. Je dis, depuis là, je dis, mais non, là, je dois être chirurgien. C'était un déclic. Donc, nous sommes dans Transparence, vous savez, cette émission qui a lieu toutes les semaines sur H-Live. Et à chaque fois, nous choisissons un sujet. Le sujet de cette semaine, c'est la bonne santé de la population haïtienne est-elle tributaire de l'entraide médicale? Pour traiter ce sujet, évidemment, nous avons invité un médecin, pas n'importe lequel, un médecin que vous connaissez très très bien d'ailleurs, puisque c'est un médecin qui fait énormément de choses pour Haïti. Je ne dis pas pour la communauté haïtienne, mais pour Haïti surtout. Et vous allez comprendre tout cela au fur et à mesure qu'on avance. Il s'agit du docteur Chavan, docteur Ernst Chavan. Et c'est un chirurgien, il est au CHIV, c'est le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. On marque une petite pause, on revient juste après pour la suite. Oui, mais li papa, gen moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gen l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai? Qu'on y a, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire m'songe nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chaleur net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là,
livraison avec installation hein, gratis ti chéri depuis pas dépasser 60 km. Et puis toute bagaille ça yo pour un petit crasse l'argent 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir prendre caravane lumière par nous. Relais Kounia dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous. Avancez avec. Lumière maman. Lumière pas bêche ta qui Nous revenons sur le plateau de transparence avec notre invité, le docteur Ernst Chavannes, où nous parlons justement de la santé haïtienne en quelque sorte. En janvier 2010, Haïti a subi de nombreuses pertes du plus dévastateur des séismes et dans l'histoire d'Haïti, ça c'est clair. 8 mois après, tu as décidé, docteur Chavannes, de créer Solidarité CHIV Haïti. Et pourquoi as-tu pris cette décision? Était-ce vraiment nécessaire? Je me souviens, c'est comme si hier, j'ai un collègue qui est chirurgien orthopédiste, le docteur Lestin Pedro, qui a le même parcours que moi en médecine, qui travaille au même endroit à Villeneuve-Saint-Georges, au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, et qui m'a envoyé un message, qui m'est arrivé 4-5 heures du matin, il me disait, tu n'avais pas regardé la télé? Je dis, je voulais pas te réveiller, mais là, il faut regarder. Et puis, je voyais des images où le palais national qui était effondré complètement, des cadavres, tout ça. À partir de là, pour aller travailler, je crois que c'était, ah ouais. Et dans ma tête, et quand on disait qu'à l'époque, bien que mes parents résident aux États-Unis, mais ils étaient en vacances là-bas, quand on parlait de Delma, moi, je pensais qu'ils étaient plus en vie à l'époque. Et ça nous touche. Et puis, même avant, 8 mois, on s'était réunis. Alors, à la lumière de tout ça, quand on voit toutes ces images, on s'était tous les collègues qui sont à Paris, on s'était réunis à Vincennes, je me souviens, on disait il va falloir qu'on fasse un truc pour Haïti. C'est vrai qu'on a laissé, on peut pas faire ça comme ça. Il faut au moins qu'on organise une association. Et moi, je lui avais dit, écoutez, faites l'association, je donnerai tous mes sous, mais Haïti, j'ai failli laisser ma place, c'est à la source. Si j'y vais, ils vont penser que je vais être président. Après, je dis, moi, il n'y a pas de souci, je serai secrétaire. Coïncidence, le lundi, j'arrive à l'hôpital. Le directeur de l'hôpital, à l'époque, c'était M. Olgen. Didier Olgen a fait une réunion avec les Haïtiens qui travaillent à l'hôpital de Villeneuve. M. Harry Lezo, qui est chirurgien pédiatrique. Delins Delinois, Pedro Lestin, qui sont chirurgiens, et puis il a dit il va falloir créer une association à but humanitaire, apolitique, pour Haïti. Que demande le peuple? Ouais, c'est clair. Et tout le monde dit il va falloir un président. Tout le monde regardait, il dit non, pas moi, je vais pas. Personne n'en voulait. Il dit bon, ok, vous n'en voulez pas, mais moi, j'aime mon pays, ok, c'est moi, je suis président. Et j'ai obligé M. Harry Lezo à prendre la vice-présidence. Et puis on a constitué l'association avec d'autres collègues français qui étaient là à l'époque. Voilà, depuis là. Et on a déclaré l'association, comme tu as dit, le 20 septembre 2010. Et c'est paru dans le journal officiel de la République française le 23 octobre 2010. Et pourquoi vous avez attendu aussi longtemps en fait? Janvier à septembre. Ah bah oui, déjà, pour monter l'association, il faut le statut, tout ça, il faut le déclarer à la préfecture, ça prend du temps. Il faut les objectifs, tout ça. Après, oui. C'était quoi l'objectif premier de cette association? L'idée de ce directeur d'hôpital qui a décidé, qui n'est pas haïtien, qui décide qu'il fallait créer cette association. C'était dans quel objectif précisément? C'était de participer comme vous l'avez dit, excusez-moi, participer à la formation continue médicale, paramédicale, biomédicale, tout en apportant notre soutien matériel et moral suite au tremblement de terre. Et l'anecdote, tu verras que dans Solidarité, ça se termine par ES. Parce qu'il y a un directeur adjoint qui était chilien, d'origine chilienne, on va dire, franco-chilienne. Et n'oubliez pas qu'il y avait le tremblement de terre au Chili en même temps. Donc on n'était pas supposé aller qu'en Haïti. On pouvait aller au Chili également et d'autres pays. C'est pourquoi Solidarité, il y a S là-dedans. Mais déjà, aider Haïti, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, on n'a pas beaucoup de moyens. Et je me souviens jusqu'à présent, c'est comme si c'était hier, le directeur, vous créez une association, je ne vous donne pas de temps, je ne vous donne pas de sous. Je vous donne que le local comme siège.
vous vous démerdez. Ah oui, c'est Avant, c'était là, on se regardait. Mais moi, je disais, c'est déjà un point de départ, je prends. Si c'est pour Haïti chéri, je prends. Alors, vous avez organisé 8 missions depuis l'existence de l'association. En quoi consistaient ces missions? Notre première mission, c'était en... Justement, tu m'avais demandé pourquoi ça a pris du temps. Une fois créée l'association, il faut organiser les missions. Et il fallait avoir une porte d'entrée en Haïti. J'ai un collègue qui était ici en formation, qui était du côté de Chambéry. Attends, ça me revient. Et qui est reparti en Haïti. Marc Saint-Albin, docteur Marc Saint-Albin d'ailleurs, qui était ministre de l'Intérieur, docteur Marc Saint-Albin, et qui travaillait pour Zami la Santé comme chirurgien coordonnateur de formation, et qui était à Saint-Marc. Et je l'ai contacté, et je lui ai dit, c'était une porte d'entrée pour nous. On est parti en Haïti en novembre, la première mission c'était en novembre 2001, et cette mission-là, je me souviens, c'était une mission d'observation et de diagnostic, parce que ça fait 9 ans, c'est ça, 9 ans, 10 ans que je voyais plus le pays, et on était 14 ou 15 personnes derrière moi. On arrive en Haïti, je me souviens, l'aéroport, c'était comme le studio, hein. C'était grand comme le studio. Il n'y avait pas d'électricité, on avait des lampes frontales, tout ça, mais on était tous contents d'avoir réussi notre première mission, parce qu'on préparer une mission, il faut minimum une année. Et ces 15 personnes, il y avait beaucoup d'Haïtiens dedans? Non, il n'y avait que 2 Haïtiens. 2 Haïtiens, il y avait moi qui suis le président et le vice-président, M. Lezo, que j'ai mis devant le fait accompli parce qu'il ne pouvait pas partir. Et par rapport à son engagement, son emploi du temps, mais j'ai acheté le billet quand même. J'ai appelé lui à son insu, j'ai acheté le billet et je l'ai obligé à partir. J'ai dit, t'es haïtien. Et il a eu des soucis avec son chef de service qui avait dit, on n'a pas le choix. Il est parti avec nous. Alors, durant ces 8 missions, vous avez envoyé 4 conteneurs en Haïti, des conteneurs de 40 pieds. 40 pieds, ça fait 12 192 mètres ou bien quasiment 4 mètres carrés, 3,72 mètres carrés. Et j'aimerais savoir comment vous avez fait pour trouver tous ces matériels et évidemment, où est-ce que vous avez trouvé de l'argent pour acheminer tout ça en Haïti? Le premier conteneur, parlons-en. J'aime pas trop, ça fait mal au cœur. Le premier conteneur, on a mis 7 ans pour collecter les dons matériels, fournitures scolaires. 7 ans? 7 ans. 7 années? Oui, cette année. C'était notre premier conteneur. N'oublie pas, j'ai pas beaucoup de moyens. On n'a pas de moyens. Mais je pense que la formation, il n'y a pas de prix. Parce qu'on est axé surtout sur la formation continue. On n'est pas comme Zami la Santé, mais c'est sans frontières tout ça. On n'est pas des grosses pointures, on n'a pas des fonds. On aurait aimé. 7 ans pour collecter des dons venant de l'hôpital, de l'extérieur, d'autres structures également de l'extérieur, des particuliers. Parce qu'on a le 2e sous-sol de l'hôpital qui est destiné à nous pour entreposer du matériel. Et là, on était contents. C'était limite qu'on avait débouché des bouteilles de champagne. Mais je pense que l'année précédente, on avait vu le maire à l'époque de Saint-Marc. Je lui avais dit qu'il va falloir qu'on va envoyer le conteneur, mais l'envoyer sur le nom du maire de Saint-Marc dès lors. Je ne sais pas le nom. Et 7 ans après, on a lancé, comment dire, ça s'appelle déjà le mot en anglais, mais on a collecté des dons, quoi. On a lancé un appel sur les réseaux sociaux, tout ça. On a fait des activités, parce que pour entrer des sous, c'est des activités qu'on fait. Il y a le foot, un dîner de gala qu'on fait, un théâtre, un spectacle théâtral, et puis nos dons, quoi. Des fonds propres. Voilà. Et on l'a envoyé. Et c'était le premier conteneur qui nous a coûté pas loin de 6 000 €. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve ce conteneur. C'est-à-dire? Ça n'a jamais été dédouané. Et là, ça, c'est quelque chose qui peut te faire péter les plombs. C'est mon expression. J'ai énervé, même abandonner le projet. Mais non, 2 ou 3 mois après, j'envoie un autre. On a envoyé un deuxième. 7 ans pour envoyer un premier conteneur. Et 2 mois pour préparer le deuxième. Le deuxième, c'est pas arrivé, c'est pas grave. Et dans ce conteneur, sans vouloir nous vanter, je peux estimer ce qu'il y a dans ce conteneur, il peut y avoir près de 100 000 € minimum de matériel qui était dans ce conteneur. Et pourquoi ce conteneur n'a pas été dédouané? Ça m'intéresse de savoir. Je te poserai une question.
Ouais, c'était du genre parce que je crois qu'ils avaient 2 semaines pour aller chercher le conteneur, mais ils n'ont pas été. Et l'entreposage, ça coûte cher. Tous les jours, c'est $100 américains à peu près, je crois. Il y avait 2 semaines de dédouanement gratuit. Mais une fois qu'ils n'ont pas été, c'était soit, c'est pas moi, c'est la direction d'hôpital, c'est la mairie. Et puis après, j'ai compris. Après, je l'ai envoyé. Les prochains, les 3 autres qu'on a envoyés là, on les a envoyés sur le nom de Zambie la Santé. C'est une ONG haïtiano-américaine. Mais c'est triste de le dire parce que moi, je comptais faire une action 100% haïtienne. Mais c'est impossible. Avec les Haïtiens, c'est impossible. Pourquoi là, j'ai l'impression que je me pose la question, je ne dors pas avec cette question. Pourquoi j'étais obligé de passer par une organisation haïtiano-américaine, internationale. Et ça, c'est dédouané comme une lettre à la poste. C'est arrivé, on a envoyé des lits médicalisés, heureusement, ces lits-là qui ont facilité la prise en charge du Covid, de la Covid, excuse-moi, par Zambie la Santé, c'est mal tout ça. Très bien. Ouais. Où est-ce que Solidarité CHIV Haïti intervient plus précisément? Dans quel coin du pays? On intervient sur plusieurs sites. À Port-au-Prince, la capitale, l'hôpital général, l'hôpital Saint-François de Sales, et au Fatma, je me souviens, et à Mirbalais, l'hôpital universitaire de Mirbalais, et dans l'Artibonite, particulièrement notre bébé. Ça, c'est notre bébé, c'est Marc, c'est là qu'on a commencé. Et les gens me disent pourquoi c'est Marc, mais c'est ce que je t'ai expliqué, parce que c'est un ami et c'est un collègue qui était mon interne, mon externe à l'époque, qui est venu faire une formation à Chambéry et qui est retourné au pays. Et c'est avec lui qu'on a commencé le mouvement à Saint-Marc. C'est ça, et c'est notre bébé. Jusqu'à présent, on trouve que la structure est trop petite. On a même visité un terrain qui est à la sortie nord de la ville, parce qu'on voulait absolument refaire cet hôpital. Alors je te montrais que c'est tellement fréquenté que je pense que c'est trop peu. C'est pas suffisant comme structure pour prodiguer des soins dans l'Artibonite. Et on va essayer d'entrer dans la pratique des choses. On va dire parce qu'on a dit qu'il y avait 8 missions qui ont été réalisées. Et quand il y a une mission, on prend le temps de préparer. Tu dis, tu achètes des billets d'avion, tu as même forcé, entre guillemets, un Haïtien à y aller en lui achetant le billet à son insu, etc. Et comment ça se passe quand on arrive là-bas? Tout le monde est logé où? Et comment ça fonctionne? Et une journée de travail de cette mission, c'est quoi? Et comment les gens savent que vous êtes là? Comment ça se passe? En amont, on envoie toutes les informations aux représentants, dirigeants de Zambie la Santé particulièrement, et les gens de MSPP, puisque Zambie la Santé, c'est une ONG qui aide le MSPP. Le MSPP, c'est le ministère de la Santé, qui est représenté par le directeur de l'hôpital de Saint-Marc, le directeur de l'HUM, de Mirbalais, tout ça. Okay. Et parce que financièrement, on peut pas, notre association n'est pas en mesure de faire face à tous ces mouvements, à sous-aider, logistiquement parlant. Et quand on arrive à l'aéroport, et eux, ils sont là, puisque les Zambie la Santé à la franchise douanière, tout ce qu'on apporte, on le fait passer sur nos Zambie. Voilà. Pour dédouaner, parce que une anecdote entre parenthèses, il y a une année, on était arrivé, tout le matériel, on avait ramené près de 2 fois 23 kilos de matériel qui est resté une année à l'aéroport parce que c'est que le chauffeur qui était venu nous chercher, donc on n'a pas pu dédouaner le matériel, on a passé. C'est l'année d'après qu'on les a récupérés. Et alors que s'il va opérer, il me faut les prothèses ou ça, ça va biaiser la mission, le travail. Ils viennent nous chercher à l'aéroport, bien escortés, et nous emmènent dans. Les Amis de la Santé disposent pas mal de guest house, des sites où ils sont logés, pas que nous. Des fois, on est logé avec des Américains également, d'autres missions humanitaires. Mais en général, on arrive à avoir, dès que les Français arrivent, au moins ce côté-là, parce que les dirigeants, soit c'est des collègues, soit c'est mes anciens internes ou externes. Donc, quand mon équipe arrive, je suis bien reçu, c'est l'équipe française qui arrive. On a des fois une maison à notre disposition. Qui est, c'est une maison, ils ont des immeubles qui sont destinés à ça, Zambie la Santé. Alors la journée s'organise comment? Une journée de travail? Une journée de travail. Tout le monde se réveille à 7h du matin, je leur dis. On est logé dans des chambres, ils sont des fois à 4-5 dans une chambre.
faut être très humble, parce que je leur dis, les collègues français qui partent dans cette mission, je leur dis, la première, il faut être très humble, parce que c'est pas, on ne serait pas logé à Marriott sur les Champs-Élysées. Et on le sait à 7 heures du matin, et il peut avoir que trois douches à notre disposition, il faut s'arranger, on mange, 7h30, le chauffeur est là, toujours dans la bonne ambiance et une bonne communication. Le petit déj à l'haïtienne, il n'y a pas, c'est ça, on vit quoi. T'attends, des fois ça choque les Français ce qu'on mange le matin. Du maïs moulu là, c'est bien. Ah non, on adore. Moi je me vis, mais tu manges bien le matin. Moi nous le matin, ils n'ont pas cette habitude. On dit on est à Haïti, ça commande. Et puis le chauffeur nous emmène, on commence à 8h pile poil, que les Haïtiens soient là ou pas. Il y en a qui me disent les Haïtiens disent non, je m'en fous. Je suis pas là pour on est là pour les apprendre. On va pas s'accommoder à leur façon de faire. 8h du matin, à midi, il y a une pause. On nous amène à manger là-bas où on va à la résidence. Les chauffeurs sont à notre disposition. On revient vers 14h, on reprend. En général, les journées terminent vers 18h30 pour ceux qui sont en médecine, mais pour nous qui sommes dans la branche chirurgicale, il s'avère des fois on termine à 1h du matin. Et à rentrer à la... en moyenne, des fois on termine à la même heure qu'eux, ou vers 6h30, les chauffeurs viennent nous chercher, on retourne à la résidence. Le temps avant d'aller se doucher, on se réunit. Le débriefing de la journée, un résumé, parce que la synthèse, on aime bien faire ça au jour le jour, parce que retourner en France, oui, c'est clair, je ne peux pas mettre la main sur tout le monde. Parce que il n'y a pas que Paris. Hein. Il y a du personnel qui viennent de Nice. Ah oui. C'est la chute de Nice. Donc, ouais, ce sont des gens qui sont éparpillés à travers la France. À travers la France. On n'est pas que la majorité. Le noyau est à Villeneuve-Saint-Georges. Donc, on fait le jour. Il se trouve que c'est dur parce que pour eux, des fois, si les chirurgiens terminent d'opérer à 1h du matin, l'équipe ne peut pas aller dormir. On est obligé d'attendre ceux qui arrivent à 2h du matin. On fait la synthèse. Et là, oui. Et là, on est libre pendant quelques heures, le temps de dormir, prendre une douche, dormir. Et demain matin à 7h. Moi, en général, je me lève tout à 5h du matin en Haïti. Le vice-président, également Harry Lezo, qui est d'origine haïtienne, 5h du matin, on est debout. Dès 4h du matin. Haïti, je ne peux pas me réveiller. Le soleil qui est déjà au zénith à 7h du matin, c'est... Wow. En tout cas, c'est une manière de montrer aux gens qu'il y a des gens qui tiennent à ce pays, il y a des choses qui se font, et souvent on n'est pas au courant, et c'est la raison pour laquelle justement on essaie dans cette émission de mettre en exergue ce genre de travail, en invitant des gens justement qui sont impliqués dans ces travaux. Et une autre partie du travail de solidarité, c'est HIV Haïti, et ce sont les stages. Comment faites-vous pour choisir les stagiaires? Les stagiaires qui viennent d'Haïti, des étudiants médecins qui viennent en stage en France, et c'est vous qui les invitez. Comment vous faites pour les choisir? Il faut monter ça à l'année mai, on va dire avril 2016, où, à la lumière des différentes missions, c'était dit, pour apprendre les gens, il y a 3 phases. Il y a voir faire avec et faire tout seul. Haïti, si tu veux aider les gens, vu les infrastructures qu'on a là-bas, on ne peut pas venir leur réciter plein de trucs et puis ils n'ont jamais vu. Et je leur avais proposé de venir en France. Il y a une délégation qui était montée en France en avril 2016. À partir de là, on avait signé pas mal de conventions. La première, c'était de dire qu'on va aller faire venir les professionnels ici pendant une période de 2 mois. C'est des binômes, un médecin chirurgien dans une spécialité. Ce sont des étudiants finissants ou bien des gens qui travaillent déjà? Dans ce point, c'était des médecins. C'était vraiment des professionnels. Qui travaillent déjà. Oui, des seniors qui travaillaient déjà et qui devaient rester 2 mois sous forme de tutorat. Il y aurait les tutorés, c'était eux. Et ils allaient rester 2 mois dans un service. Il y avait 2 semaines d'observation et c'est 2 semaines d'observation, on va dire 10 semaines de pratique. Ouais, parce qu'on ne veut pas faire comme certains pays, ils ne veulent pas citer. Non, mais en France, nous, on aime la pratique. Parce qu'ils font des stages ailleurs, ils font que des stages d'observation, quoi. Et là, on a eu la chance de faire... Il y a eu 2 missions. Il y avait un médecin des urgences de Ronald Saint-Jean, je crois, et Mme Chialé Mérisier, qui est infirmière. Ronald était médecin des urgences de Saint-Marc. On avait dit, pour commencer,
il faut commencer par la porte d'entrée. La porte d'entrée d'un hôpital, c'est les urgences. On avait commencé avec les professionnels des urgences de Saint-Marc. Ensuite, on a reçu 4. Là, c'était janvier-février 2017. Et juin, juillet, si je ne m'abuse, 2017, il y en avait 4. Il y avait l'assistant chef de service de l'hôpital universitaire de Mibelais en maternité qui était là. Le chef qui décide que ce sont ces gens-là qui doivent venir? Alors là, c'est un concours organisé par ces amis de la santé. En fonction de leurs besoins des structures de leur site, ils organisent un concours en fonction de leurs besoins. Et moi, je leur dis oui. Ils me disent qu'ils ont besoin comme formation. Et en concertation avec la direction de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et le chef de service de la spécialité, et on leur dit oui. Et eux, ils organisent un concours et ils envoient le personnel. C'est comme ça se fait. Alors, ça, c'est une partie. C'était une formation. Après, vu mes contacts à l'hôpital, avec le temps que j'ai ici, mon notoriété, j'ai pu avoir accès également à des conventions internationales dont dispose la France. C'est des conventions qui permettent à des professionnels de santé de l'extérieur, à travers le monde, de venir comme stagiaires associés. Et ces formations-là peuvent durer 1 année à 2 années. Ça, c'est encore... Donc, on peut avoir des stagiaires pour 2 ans. 2 ans. Et là, c'est toujours... On peut passer sur ce protocole d'accord qu'on a avec Zami la Santé, MSPP. On peut le garder aussi. Ils nous proposent, ils organisent des concours. Mais ces personnes-là, pour venir en France, c'est une convention entre l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et la faculté de médecine d'Haïti, sur papier. Notre association joue quel rôle là-dedans? C'est juste au point de vue intermédiaire et logistique. On peut les aider à s'installer, parce que je me souviens très bien lorsque je suis arrivé ici, c'était pas bien organisé comme ça, combien que j'ai galéré. Alors là, c'est là qu'on a intervenu. On va les chercher même à l'aéroport, les installer, tout et tout. Et puis j'ai l'association Monsieur Médé, et Mona Médé, la famille Médé, qui sont très bien en cuisine haïtienne. De temps en temps, je sais qu'est-ce que ça veut dire, la nostalgie, qui leur ramène à manger à l'internat, là ils sont logés, et qui vont les chercher à l'aéroport également. Donc ça nous aide aussi. Ça, c'est un protocole d'accord. On a un autre protocole d'accord également. C'est avec l'université Nice, Sophia Antipolis, dont M. Elixen Jean-Baptiste, qui est professeur à l'université là-bas, en chirurgie vasculaire, d'origine haïtienne, nèg pas de paix, comme il dit. Nèg pas de paix. Port-au-Prince. Je suis né à Port-au-Prince, ma mère est de Jacmel et mon papa est de Port-au-Prince. Même l'anecdote, c'est que mon papa est né à Saint-Marc, par hasard. Par exemple, parce que ma grand-mère était à Port-au-Prince et mon grand-père travaillait à Saint-Marc, donc ma grand-mère est partie voir mon grand-père, c'est ce qu'il m'a raconté. Coïncidence, et puis c'est Saint-Marc qui est notre bébé. Très bien. Mais voilà, et puis lui aussi, il a fait une autre convention, universitaire également, qui reçoit des étudiants à Nice, à Nîmes, à Antibes. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Les étudiants sont où quand ils viennent ici? Par exemple, quand il y a des étudiants qui viennent pour 2 ans, ils ne restent pas. Non, 2 ans, il ne reste pas que Villeneuve. À Villeneuve, actuellement, on a le docteur Taïna Dada qui est en réanimation, le docteur Victor Emmanuel Régis qui est en viscéral, le docteur Robbins qui termine son stage là, actuellement, qui est en orthopédie avec moi. Ça, c'est Villeneuve. À l'intercommunal de Créteil, il y a Gaël Lefort, chirurgien infantile, qui c'est 2 ans qu'elle va rester parce que son prochain stage va être à Trousseau. Et Taïna aussi qui reste encore 1 année, qui va en anesthésio à Montfermeil. Et en infectiologie, on a Pierre, il y a Guy Berson, Pierre Ellis, je crois, si je m'abuse du prénom, qui est en infectiologie. Et dans le sud, avec le professeur Elixen, qui fait partie de l'association, qui travaille avec nous, on a des stagiaires en neurologie, en cardiovasculaire, en chirurgie vasculaire, en néphrologie.
Je crois que je dis quasiment tout là. En pédiatrie aussi, mais c'est dans le sud de la France. C'est Nîmes, voilà. Okay. Je n'ai pas tous les noms, Bien etc. Sûr. Mais quand ces gens retournent en Haïti après leur stage, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, nous, ce que justement, j'arrête pas de le dire. Je voudrais pas faire comme ma génération. Je suis dur, hein, si je critique ma génération. Des fois, quand je le dis, mes amis sont fâchés. Ben c'est la génération que tu connais le mieux, donc c'est normal. Ma génération, des fois, je suis très fort à dire, on est nuls et mauvais. Je sais pas honte de le dire. Je voudrais pas que eux fassent la même erreur. Si Haïti veut changer, c'est les Haïtiens. Et s'il faut qu'il y ait des formations à l'extérieur, cette formation doit avoir un impact sur le pays. L'idéal, c'est qu'ils retournent. C'est pas les étrangers qui vont changer le pays. Ils peuvent nous aider, mais c'est pas leur pays. Ils vont pas changer. Est-ce que dans les conventions que vous signez justement avec ces entités et ces stagiaires, vous ne pouvez pas déjà avoir une obligation, imposer le retour? Non, pour le moment, non. Un retour en investissement, en quelque sorte, pour qu'ils fassent un service social, comme toi, tu as fait. Et le service social existe toujours. C'est pour avoir le diplôme de médecin généraliste en Haïti, on est obligé après 6 ans passés à la fac, on est obligé de partir en province une année. Au retour, après cette année-là, on est médecin. Et à partir de là, on peut passer le concours pour entrer en internat. Internat, c'est résident. En France, on dit internat. Les stagiaires, en Haïti, c'est résident. Comment? Moi, je veux dire, les stagiaires qui viennent ici, qui bénéficient de 2 ans de formation, ils ne payent rien. Ça serait logique. L'État français dépense pas mal pour ces gens de formation. On les remercie déjà. Après, c'est le retour. Tout à l'heure, tu m'as posé une question. Les structures, c'est que on s'auto-évalue. Et après, je te dis, je suis chirurgien orthopédiste, je suis venu 2 ans en France ici, je fais une formation avancée. Quand je retourne en Haïti, je prends l'exemple de ma spécialité. Si je fais plein de prothèses totales de hanches et de genoux en France, j'aurais aimé retourner en Haïti, les poser et avoir les mêmes moyens, les mêmes structures. À la stabilité politique également. Donc c'est là où je t'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que justement Haïti ne serait pas hostile à ces spécialistes, à ces professionnels, parce qu'en quelque sorte, le pays vous pousse à l'extérieur puisqu'il ne vous donne pas les moyens de travailler? Est-ce qu'on va dire Haïti ou bien... Quand on dit Haïti, forcément, ce sont les autorités haïtiennes. Voilà, c'est le niveau de vie aussi qui va entrer en jeu. Il va falloir... Même actuellement, je peux te dire ce qui se passe. Il y a la crise là, au niveau du secteur public français. Parce que il y a plein de gens qui veulent partir en privé. Si tu veux garder les gens, il faut donner des moyens, des avantages. Ils ne vont pas rester comme ça. Ils vont s'auto-évaluer. Il faut avoir certains avantages pour que les gens puissent rester dans une structure. Donc, on a besoin, une fois qu'ils sont formés, ils ont passé à un certain niveau, c'est des biens précieux. Moi, je pense que c'est les universitaires, désolé de le dire. C'est pas que je fais pas de forme de racisme envers d'autres professionnels. Pour changer un pays, il faut ça. Il faut passer à ce stade-là. Et eux, qui ont la chance de participer à des formations avancées à l'étranger, il faut leur donner l'opportunité de s'exprimer. Il faut ouvrir la porte pour eux. Il faut investir également il faut une politique de santé. Ce que je fais là, c'est une goutte d'eau de la mer. Mais il faudrait plusieurs gouttes d'eau comme ça. Plusieurs gouttes d'eau, et il faut qu'il y ait une politique de santé à l'intérieur même du pays qui vont les recevoir, qui va leur permettre de s'exprimer et de former des gens au sein même du pays qui ne seront pas obligés de laisser le pays. Juste avant de marquer une nouvelle pause dans cette émission, est-ce que tous ces stagiaires repartent en Haïti ou bien il y en a qui décident de s'installer en France? On vient de commencer. C'est vrai ils sont plus d'une... Ouais, il y en a de commencer. Non seulement, c'est là le bas blesse. C'est ce que je t'ai dit, est-ce qu'ils vont retourner avec la situation actuelle, la conjoncture actuelle du pays? Et on ne peut pas demander à quelqu'un aussi de mettre une arme entre leurs fonds et dire vous retournez au pays. Et je pense qu'on peut avoir ça, comment dire, c'est une situation qui peut se poser. Où il y en a d'autres qui sont très nationalistes qui vont retourner, il y a d'autres qui vont dire écoutez, arriver à l'aéroport déjà. Et moi, c'est ça le problème, c'est que c'est un problème. C'est un problème que tu vis en Haïti, que tu es à l'étranger, dès que tu vas prendre l'avion pour aller en Haïti, c'est un stress. Mais c'est pas logique ce qu'on dit là. Si
Zami la santé organise un concours par rapport à ses besoins. Il n'est pas logique que ces gens qui viennent en formation ne rentrent pas justement pour aller combler ses besoins. Oui, tout à fait. Parce que là, ils organisent des concours pour venir combler. Mais comme je te dis, on est humain. On est humain, c'est que lorsque que tu déplaces, tu prends l'avion, tu vas ailleurs, tu vois ce qui se passe ailleurs, donc tu te questionnes. Il faut dire, oh là là, ils sont bien ici, ils sont des chirurgiens ici, niveau de vie plus élevé, il y a la stabilité, la sécurité là où je suis, et pouvoir retourner là-bas. Là, c'est une question de mentalité qui va entrer en jeu, c'est une question de, est-ce que j'aime mon pays malgré tout ce qui se passe là-bas? C'est ce que quand ils viennent ici, je leur dis, écoutez, vous faites comme moi, si vous voulez. Bah après, venez pas vous plaindre parce que vous voulez pas aller passer les vacances à des Cameroun, c'est ça? Ou dans le sud, dans le nord, là, et puis vous allez vous plaindre parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Je cache pas le dire, peut-être la génération précédente également, ma génération, je pense qu'on est nuls et mauvais. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et je peux le dire, là, après la Deuxième Guerre mondiale, il est vrai que notre mouvement, c'est un mouvement, l'association est apolitique et laïque. Mais je peux Mais il y a quand même des opinions. Des opinions. Je pense que après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens, ils mangeaient des rats. Regardez-les maintenant. Tout à fait, ils ont progressé. C'est eux qui ont changé leur pays. La France, c'est les Français qui ont... Alors si les Haïtiens n'acceptent pas de se battre, je leur ai dit, faites comme moi. Moi, j'ai une belle vie ici. J'ai galéré, mais ça va. Je peux même aider maintenant. Je m'engage à aider Haïti. Mais si les gens qu'on aide ne veulent pas retourner à l'aider, je pense que ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas, c'est clair. Nous allons marquer une nouvelle pause dans cette émission Transparence. Vous avez compris, beaucoup de choses ont été dites. Il y en a plein qui vont être dites encore parce que justement, le sujet est vaste. La santé, la bonne santé de la population haïtienne est-elle tributaire de l'entraide médicale? Vous avez compris, on aide à former des gens. Eh bien, on aimerait que ces gens, justement, participent à cette entraide. On revient dans un instant avec la suite de Transparence. Ne bougez pas. Oui, mais li papa. Gen moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gen l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai? Qu'on y a, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire me songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, yon inverter de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et yon régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation, gratis ti chéri, depuis pas dépassé 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir prendre caravane lumière par nous, relais Konya, dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, avancez avec. Lumière, maman. Nous revenons donc sur le plateau de Transparence avec notre invité, le docteur Chavannes, qui nous parle de la santé haïtienne, de la santé de la population haïtienne. Beaucoup de choses à dire parce que justement, il participe à cette bonne santé de la population en formant justement des médecins et des étudiants finissant en médecine. Et Dieu seul sait que c'est un travail noble qu'il est en train de réaliser avec cette association Solidarité CHIV Haïti. Et avant de continuer, tu m'as parlé tout à l'heure de formation en chirurgie thoracique. C'est quoi ça? Bon, c'est pas ma spécialité, mais c'est des chirurgie thoracique. Ça veut dire qu'il y a des interventions qu'on est obligé d'ouvrir le cage thoracique pour aller opérer les poumons, le cœur, tout ça. Ah oui. C'est très spécialisé. Et là, j'ai monsieur Harry Etienne, qui était d'ailleurs que j'ai croisé à Villeneuve, c'était mon interne, et qui se spécialise dans la chirurgie thoracique et qui fait partie d'associations qui veut d'Haïti, dans le même sens, et qui, avec l'hôpital Tenon,
va débuter un programme de formation continue en chirurgie thoracique. Normalement, on a 2 professionnels déjà qui vont venir. On va comment débuter avec 3 mois de formation et en fonction de leur performance, on va élargir. Il y a le docteur Natacha Jérôme, qui est l'assistante chef de service à l'hôpital général. Et le docteur Jean, j'en ai tellement de professionnels qui vont retenir. Le docteur Jean-Dany, c'est plutôt le prénom, Jean-Dany Pierre, je crois, qui est chirurgien général à l'hôpital de Hinche. Il y a un truc que j'aimerais comprendre. Ces gens-là qui viennent, qui entrent dans une formation spécialisée, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Est-ce qu'ils étaient en médecine générale ou bien ils étaient déjà dans cette filière et vous les avez... La majorité dans une spécialité. C'est surtout parce que là, il y a le niveau également. Donc on a préféré prendre ceux qui sont spécialisés déjà, qui ont une expérience. Parce que, comme je t'ai dit, pour la chirurgie thoracique, comme c'est une chirurgie très pointuée, c'est hyper spécialisé. Donc ça demande des personnes qui ont une formation très avancée. C'est pour ça que l'anesthésiste déjà qui va endormir quelqu'un en chirurgie thoracique, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'on a décidé de commencer avec l'assistant-chef du docteur Pavrette, qui est de mes collègues condisciples, et c'est le docteur Natacha Jérôme de l'hôpital général. On va commencer avec elle comme anesthésiste. Et pour le chirurgien, c'est déjà un chirurgien mais général que c'est, par contre lui, qui a un chat, le docteur Jean-Dany. Quelle différence y a-t-il entre un chirurgien spécialiste formé en Haïti, tel que toi, bien que tu n'es pas vraiment dans le bon format, puisque tu as fait des spécialisations ensuite, et un chirurgien spécialisé en France. Une abîme. C'est pas que je veux Haïti, c'est mon pays, mais il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'on est limité en structure, en infrastructure. Moi, honnêtement, c'est dans les bouquets, je disais scanner, IRM, que je devrais apprendre par cœur, mais je ne les voyais pas. On n'a pas, quand on traite une fracture ou certaines pathologies, on devrait avoir le réflexe de demander les examens. Quand on a les habitudes de les voir, il faut réfléchir. Il est vrai que ma formation à l'hôpital général, on me disait toujours, t'es pas formé que pour Haïti, allez-y. Après la radio, on fait quoi? Il fallait réfléchir pour trouver le mot scanner, IRM, une arthroscopie. Alors que là, actuellement, c'est le béaba. On le fait. C'est le béaba de ma formation. C'est ce que je fais. C'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, théoriquement, à la lumière de toutes les missions qu'on a faites, avec les Français, ils ont dit les Haïtiens, ils ont le niveau. Ils ont le niveau, c'est pas là le problème, le bas blesse. C'est vrai qu'en théorie, on est bien. Mais on n'a pas les moyens, l'infrastructure. Voilà. Mais il y a d'autres problèmes même. J'attendrai d'autres questions pour... Comment sont les rapports entre Solidarité CHIV Haïti et le ministère de la Santé haïtien? C'est vrai qu'on n'est pas directement avec le ministère. J'aurais aimé avoir un rapport beaucoup plus avancé pour pas faire notre mission, pour faciliter notre mission, surtout pour les Haïtiens, et pour pérenniser également cette mission, ce projet. Mais on a une bonne relation parce que on est en contact avec le directeur de l'hôpital, c'est M. Saint-Fleur, Jacques Saint-Fleur, qui est très bien, qui travaille à la fois à Saint-Marc et à Mirbalais, et l'administration de Mirbalais qui dépend du ministère de la Santé. Et l'hôpital général également, quand je parle de MSPP, je ne suis pas en contact avec le directeur départemental ou le ministre de la Santé, Mme Gritawa. On aurait aimé... À chaque fois que je vais en Haïti, j'aurais aimé avoir des rencontres comme ça. Mais ça ne se fait pas parce que vous n'avez pas le temps ou bien parce que l'occasion ne se présente pas? Temps et eux aussi n'ont pas le temps. Le plus souvent, soit ils sont en voyage ou ils ont d'autres programmes. C'est pas facile pour eux, je comprends. Mais c'est déjà pas mal. Oui, parce que moi, quand je vais en mission, non seulement on fait la formation, je prodigue des soins, j'opère là-bas. Oui. Ah ouais, il y a le côté logistique également. C'est énorme, c'est énorme. L'association existe depuis 10 ans.
depuis 2010. Et vous avez un double objectif, c'est la formation médicale, biomédicale, paramédicale. Et vous avez également l'autre partie de votre objectif, c'est le soutien matériel et moral du peuple haïtien. Est-ce que vous estimez, enfin, est-ce que toi tu estimes, ou bien l'équipe de Solidarité CHV Haïti, est-ce que vous estimez que cet objectif, ce double objectif est atteint ou est en phase d'être atteint? C'est difficile de dire que c'est atteint. C'est les Haïtiens qui auraient pu répondre, mais ouais, ça va parce que non seulement que à chaque mission on ramène 2 fois 23 kilos, 2 fois 23 par personne, parce que normalement Air France, quand on prend l'avion, tu as droit à 23 kilos de bagages. Là, les 23 kilos plus 12 kilos en soute. Mais comme c'est une mission humanitaire, ils nous donnent. On a enfin, 12 kilos en cabine. En cabine et 23 kilos en soute. Mais comme c'est une mission humanitaire, ils nous accordent, ils nous octroient 23 kilos supplémentaires par personne. Ok, une deuxième valise. Une délégation de 15-14 personnes. Ça fait quand même pas mal de matériel. Comme j'ai dit à l'équipe de l'association, à la délégation, je leur ai dit, vous venez très peu de vêtements parce qu'en Haïti, il fait chaud. Et derrière tout ça, on a d'autres petites activités paramédicales. On laisse une demi-journée pendant la mission pour aller visiter les écoles, particulièrement l'école de Melvin Jones de Saint-Marc. On leur ramène des jouets, et des vêtements, des fournitures scolaires. On joue avec eux pendant la matinée, donc ils sont contents. Les Français aussi, donc ils adorent. Les infirmières, ça c'est une condition sine qua non d'aller visiter cette école. Sinon, c'est la mort pour moi. Juste en aparté, il n'y a pas de détente du tout pendant sa mission? Oui, alors il faut comprendre que, comme quel que soit le pays, le week-end, en général, on ne travaille pas. Si tu vas, c'est désert, l'hôpital, il n'y a que les urgences. Et quand le pays est stable, s'il n'y a pas de tension politique, de manifestation, c'est moi qui a des Camerounais qui est juste à côté, je leur fais, c'est normal, parce qu'eux, ils payent leurs billets. Et c'est 2 semaines de vacances sur les 5 semaines sur l'année qu'ils donnent à Haïti. Pendant le week-end, des fois, on les emmène oui, il y a ce minimum quand même. Voilà, dans les clubs, etc. Que c'est eux qui payent aussi, mais au minimum, ils voient le pays comment c'est pas que présente les autres structures. Ça fait contraste souvent quand ils arrivent à Decameron. Ça fait contraste. Qu'ils vivent sur le terrain. Ça fait très contraste. Je peux te dire, j'ai déjà amené ma famille une première fois là-bas, ça a été un choc pour ma femme. Ça fait très, très, très contraste entre ces structures et dès qu'on laisse au dehors, on voit la misère qui frappe. Mais c'est bien, je leur ai dit, ils savent très bien qu'ils aiment Haïti. La majorité. J'ai fait 8 missions, ils étaient tous contents, l'accueil. Il y a un truc que, ah oui, ça, Haïti, il y a l'accueil. Alors, pour toi qui es un acteur du bien-être haïtien en quelque sorte, comment perçois-tu la situation sanitaire du pays et pourquoi pas la situation sociopolitique? Écoute, si je dois tenir compte, il faut les chiffres qui vont parler. Si je dois avoir qu'un pays comme Haïti, déjà, je veux pas entrer par je dis, notre association est apolitique et laïque. Et quand tu vois qu'en Haïti, qu'un budget de 4% du budget national est alloué à la santé, je trouve que c'est très peu. Donc on a compris que la santé n'est pas ce qu'il y a de plus important pour les autorités. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Je pense 4% c'est très peu par rapport à ce que la demande et ce qu'on a comme accès à la santé en Haïti. Oui, une phase de la question que tu m'as dit que c'est... non, je t'ai dit que... Alors, je vais regarder ce que j'ai écrit. Comment perçois-tu la situation sanitaire et sociopolitique du pays en tant qu'acteur? Parce que tu es un acteur du bien-être de la société haïtienne. Parce que tu prodigues des formations quand même assez poussées. Je pense qu'en Haïti, ils ont fait pas mal d'efforts, mais je pense que c'est encore médiocre. Désolé de le dire, c'est pas que je veux critiquer, mais c'est avec les mêmes moyens qu'on a, on connaît le budget du pays. Et quand on voit l'espérance de vie qui est aux alentours de 62 ans, la mortalité infantile qui dépasse les 40%, si je veux le dire, pas pour cent, j'avais sur 1000. Et est-ce que c'est lié également à l'alphabétisation?
En fait, c'est très peu pour moi, c'est très peu. Ça veut dire qu'il y a énormément de travail. Il y a énormément de travail. Là, ça me pousse à te poser une question, peut-être on va faire de la projection. Peut-on, en l'état actuel des choses, espérer une bonne santé de la population haïtienne dans un avenir proche? Oui, pourquoi pas. Moi, je suis très optimiste. Si on continue à travailler, si on continue à investir dans la formation, dans les infrastructures également, ça va de pair, comme je t'avais dit. Si tu veux former un personnel dans la chirurgie thoracique, chirurgie orthopédique, etc., vasculaire, l'État français dépense des milliards dans ça pour aider les étrangers à se former. Je veux dire, regarde tout ça, il faut que l'État haïtien réponde présent. Il faut soit en mesure de faire le suivi. Par exemple, quand on voit l'hôpital de Mirbalais, ça a été construit par Zami la Santé en grande partie, financé en grande partie, c'est une association haïtiano-américaine. Mais derrière tout ça, il va falloir que nous, on fasse l'effort pour le suivi, l'entretien. C'est clair, c'est clair. En fait, le contraste existe en permanence en Haïti. C'est comme les gens qui ont de l'argent, qui achètent de grosses voitures, mais il n'y a pas de route pour les rouler. Oui, c'est exactement, c'est l'exemple que je prends toujours. Là, on dit, écoutez, il n'y a pas de souci, vous venez en France, on vous apprend à rouler des Ferrari, et puis vous allez rouler les Ferrari à Cercle à la Sauce. Je prends l'exemple comme ça, je ne sais plus comment c'est, peut-être qu'il doit y avoir des routes. À l'époque, c'était des terres battues. Moi, j'étais là en 2001. Je dis que si on vous apprend, si on vous apprend à rouler des Ferrari, il faut que lorsque vous retournez en Haïti, il y ait au moins des routes, des mécaniciens pour les réparer. Et là, c'est pour ça qu'en termes de formation, notre association, on est dans la biomédicale également. Je ne te l'ai pas dit parce que l'une des choses qui m'avait frappé lors de la première mission, c'est voir le nombre de dons de matériel qu'on avait qui était dans un coin, recouvert de poussière et de toiles d'araignée, parce qu'une fois que c'est tombé en panne, on les mettait dans un coin. Oui, on ne repart pas. Et nous, actuellement, dans notre association, il y a un ingénieur biomédical, c'est M. Antonio Marquez, quel que soit l'appareil qu'on ait sous forme de don, pas en Haïti, neuf ou d'occasion, cet appareil n'ira pas en Haïti s'il n'y a pas un technicien pour pouvoir le réparer. Non, lui déjà, il faut absolument que M. Antonio s'assure que ça va marcher, parce qu'ici, c'est 220. Le secteur ici, là-bas, est 110. Il connaît bien le secteur là-bas. 220. Il a participé à 8 missions, donc il connaît très bien Haïti, sur le bout de ses doigts. Non seulement qu'il forme le personnel haïtien là-bas, on compte les faire venir ici. Il va falloir former des ingénieurs, des techniciens également déjà, et des ingénieurs que l'on voudrait former. On y pense très fort. Tous les jours, je pense à ça, pour éviter, quand on leur donne un don, au moins, il y a des gens qui peuvent réparer ce matériel. Et quand il arrive là-bas, Antonio, il va à l'hôpital général ou Mirbalais ou Saint-Marc, et les gens lui disent, on vient de dépenser $10,000 américains, alors qu'il arrive à Antonio, en quelques secondes, il a réparé l'appareil. Et chercher l'erreur. Il n'y a personne pour réparer, effectivement. La dernière question que je vais te posais avant de passer à la phase détente de cette émission, sachant que dans les campagnes éloignées d'Haïti, les gens n'ont quasiment pas accès à la médecine conventionnelle, on le sait, et les thérapies holistiques sont souvent pratiquées, ce sont les enseignements traditionnels enseignés par les anciens. On parle de naturopathie, par exemple. Que penses-tu de cette manière des paysans de traiter les malades ? Si on tient compte de la situation du pays, je ne vais pas les incriminer, c'est vrai que ce n'est pas toujours bien. Pourquoi ? Parce que j'ai l'exemple tangible, concret. On a dû amputer une jeune fille une fillette de 6-7 ans, je vais dire, qui a une fracture des 2 os de l'avant-bras, avec un syndrome de Lodge-Volkmann, c'est-à-dire que tous les tissus mous, là c'était à nu, Zol-TT2 honnête, séché, parce que c'est sa grand-mère justement qui faisait la médecine traditionnelle sur elle. Et arrivé à l'hôpital, on était obligé d'amputer une fillette de 6 ans. Il faut voir, tu t'es dit comment elle a dû souffrir. Avoir une fracture des 2 os de l'avant-bras, et lorsque nous on l'a vue à l'hôpital de Saint-Marc, les 2 os étaient à nu. Ouais. Le cubitus radius, donc on était obligé d'amputer. Mais ça, c'est poussé à l'extrême, ça. En général, les gens utilisent la naturopathie. Voilà, mais normalement, justement,
faut croire que ça marche. Mais il faut pousser à l'extérieur. Des fois, il faut savoir, à un moment donné, connaître comment dire ça. C'est limite. C'est les limites, c'est ça, les mouvements, les limites et les envoyer à des professionnels. Quoi. À des professionnels conventionnels. Tout à fait. On va passer à la phase transquiz. Est-ce que tu sais ce que c'est que le transquiz dans Transparence? Bon, c'est la première fois que je participe avec toi. J'ai Ok, déjà donc, participé à l'émission de H-Live, c'était en 2007 ou 2017, peut-être, ou 2016. Eh ben, le transquiz, c'est simple, c'est la partie détente de cette émission. Tu as 3 questions qui vont être posées. Il faudra répondre sans joker, sans appeler un ami ou une amie. Même Donc, pas. Tu es tout seul. Et tout ce que tu as comme aide, c'est moi. Ok. Et en général, je ne suis pas gentil, je ne réponds pas à ta place. Est-ce que tu es prêt? Toujours. Eh bien, je demande à notre régisseur de nous montrer notre logo de Transquiz. Transquiz, c'est donc 3 questions qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le sujet qu'on a traité. Souvent, c'est complètement l'opposé. C'est complètement aléatoire également, ces questions. Ce sont des questions, entre guillemets, de culture générale. Souvent, ça concerne Haïti. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Parfait. Première question. Alors, tu vas entendre beaucoup de littérature, puisque je vais lire, mais t'inquiète pas, la question arrive à la fin. C'est relativement assez simple en général. Parce qu'on essaie d'en profiter pour donner des informations également à nos téléspectateurs. Donc, première question pour notre docteur Ernst Chavan. Question 1. Il ne faut pas confondre l'OACI, l'Organisation internationale intergouvernementale officielle, avec l'AITA. L'AITA, qui est une association privée de compagnies aériennes, dont l'adhésion d'ailleurs n'a pas de caractère obligatoire et dont le siège est situé à Montréal. L'Association internationale du transport aérien, AITA, désigne les codes IATA. AITA désigne les codes IATA. Jusqu'à présent, c'est clair. Et ce sont des codes de 3 lettres qui désignent les aéroports internationaux et régionaux. Les gens commencent à voir de quoi on parle. Par exemple, l'aéroport Charles de Gaulle en France est désigné par les lettres CDG. CDG. L'aéroport du Bourget est désigné par les lettres LBG. Et celui d'Orly est désigné par les lettres ORY. Oui, ouais. La question maintenant. Par quelles lettres sont désignés les aéroports de Port-au-Prince et celui de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe? Port-au-Prince. PAP. PAP, oui. Attention. PAP. Port-au-Prince. Port-au-Prince, OK. Et Pointe-à-Pitre? Bon, c'est vrai que parce que j'ai l'habitude de faire organiser l'émission, heureusement, c'est moi qui... faut de logistique. PTP. Oui, tout à fait, PTP, voilà. Donc PAP pour Port-au-Prince, PTP pour Pointe-à-Pitre. Il faut surtout faire attention à ne pas se tromper parce que souvent les gens pensent que PAP c'est pour Pointe-à-Pitre. Donc il faut vraiment faire la différence. Une question sur une. Ça avance bien là. Hein? Tu as déjà 1/3 des réponses. Hein? Il te reste que 2 questions. La deuxième question, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ok, tu as fait ton service social à Cercle-à-la-Sauce dans le département du Centre. Oui, 98. Oui, mais en général, ça arrive. Surtout pour un médecin, les médecins ont beaucoup de mémoire. Le département du Centre en Haïti est divisé en 4 arrondissements et 12 communes. Donne-nous le nom de 6 de ces communes. Très simple. Oula. Il va falloir que je rappelle lorsque je venais le transport public et avec les directeurs départementaux aussi. Alors, je crois que je peux parler de Mirebalais, oui, là on travaille. Mirebalais, effectivement, Mirebalais en fait partie. Mirebalais fait partie du 4e arrondissement. Oui, d'ailleurs, c'est un arrondissement également. Sodo, je crois. Sodo, oui, c'est le même arrondissement, le 4e, l'arrondissement de Mirebalais. Hinche. Hinche, effectivement, fait partie de l'arrondissement de Hinche. C'est le 2e arrondissement du département. Cercle-à-la-Sauce, là où j'étais. Cercle-à-la-Sauce, bien sûr. L'arrondissement de Cercle-à-la-Sauce a 2 communes.
la commune de Sec-à-la-Sauce et Je une autre. veux Thomasy qui était tout près à Thomasy, côté. tout ouais, à fait, là que j'ai c'est traversé. effectivement, c'est la deuxième. Donc tu es à Thomasy. 5, il t'en manque une commune sur les 12. Bon, il y a une autre ville, j'avais des collègues là-bas, c'était tout le monde. Tout le monde, effectivement, tout le monde fait partie de l'arrondissement de Hinche. T'en connais d'autres? T'as déjà répondu à ta question. Je peux dire d'autres. Las Caobas, je me souviens là-bas. Las Carobas, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un Serca arrondissement. Cavajal. Serca Caval, ouais, c'est département de Ouais, c'est l'arrondissement de Caval, Hinche. espagnol, Ah ouais, tu les connais quasiment tous. Il y a Bellader. Boucacaré, Belader, Savanette. Ah oui, tu les connais. Savanette, je peux dire non, encore on a... d'autres. Ah oui, Savanette, effectivement, Bah de oui. l'arrondissement de Las Carobas. Impressionnant. Il en manque qu'une seule pour faire Que le j'ai pas grand dit? chelem. Non. Maïssa, j'ai dit. Oui, Maïsad, parfait. Voilà, donc tu as tout trouvé, les 12. Je t'en ai demandé 6, tu as donné les Ce 12. département-là, c'était notre département. Le point de repère, je me souviens tous les week-ends, quand on ne travaillait pas, le point de repère, c'était à Hinche. Mais c'est tout à ton honneur pour quelqu'un qui a quitté Haïti quand même en 2001. Haïti, c'est Tu dans n'as mon pas cœur. l'occasion d'y aller assez souvent en dehors des missions. J'ai été qu'une seule fois en mission avec ma famille en 2018. Non, je dis 2000, oui, 2017, 2018. 2018, Avril ouais. 2018, Ok. ouais. Donc, Avril 2018, c'est là parce que ma femme est française, mes enfants sont nés ici et je les ai emmenés au pays en 2018, avril 2018. Tu les as amenés à Je les ai fait Sec-à-la-Sauce, bien sûr. visiter. Non, j'étais à Miambala avec eux, à Saint-Marc, à Sodo. On était logé à Keskov. Et puis on a fait pas mal de choses. Je les ai montré tous les sites où on travaillait. C'est bien, c'est bien. Donc, Oui, je voulais leur montrer comment ça se passe là-bas. ça fait plaisir de voir un des- médecin spécialisé comme toi qui vit hors dehors du pays, qui connaisse un département. On a aussi été bien. à Jacmel aussi. C'est la ville d'origine de ma mère. Ah bah oui. Ah ouais, on est allé sur plage New York. Oui, et Carrefour, New York. Là, non, ça Oui, s'appelle... la plage s'appelle Lacou, New York. Lacou, New York, voilà. Tout à fait, Lacou, New voilà. York. D'ailleurs, que j'ai aimé. Et oui, mais c'est beau, c'est très beau. Lacou, New York. Est-ce que tu es prêt pour la troisième question de Transquiz? Oui. La troisième question est une question hyper simple. Je pense que tu vas trouver facilement parce que tu as fait tes études en Haïti. Quel est le personnage imagé d'Haïti le plus intelligent? A contrario, si Dans l'histoire, si tu peux donner celui qui est le moins intelligent aussi, tu peux le dire. Ça va être moi, alors. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Loin de là. Dans l'histoire, ouais, quand on raconte les trucs haïtiens, vous êtes Timalis. Timalis, oui, tout à fait. On dit Tu- Malice ou Timalis. Timalis. Timalis, c'est le petit bouquin qu'on nous donne à étudier. Timalis au pays Et des lettres que Timalis j'avais. au pays des C'est ce que lettres, j'avais, tout à moi, fait. lorsque j'étais en préscolaire. Ouais, moi Timalis aussi. au pays des Et lettres. Malice, c'est l'inverse de l'autre, celui qui est C'était moins Bouki. intelligent. Bouki, tout à fait. Bouki. Donc Bouki avec Malice. Très bien, tu as fait un grand chelem, tu as gagné. Les 3 questions ont été non seulement bien répondues, mais la deuxième, tu m'as J'ai eu de la impressionné. chance. Ah non, je ne pense pas. La chance pourrait t'aider à trouver quelques 2-3 communes, mais là, tu as trouvé les 12 alors que je t'en avais demandé que 6. Tu Merci. m'as impressionné, là. Merci. Ce qui nous amène à la dernière partie de l'émission. On va enlever notre logo Transquiz tout de suite. On va passer au logo conseil de lecture. C'est la dernière partie de l'émission. C'est une partie qu'on a ajoutée. Pourquoi? Parce qu'on a envie que les gens lisent. On sait que la lecture, ça forme les gens. Et un peu de lecture de temps en temps, ça fait jamais de mal. Et on a tellement de grands auteurs, il faut absolument les faire découvrir. On a tellement de documents à découvrir, à apprendre. Donc on essaye justement de lire. Donc oui. L'émission se fait correctement en direct, donc il n'y a pas de problème. Si tu veux bouger, faire un truc, tu peux le faire. Et conseil de lecture, c'est quoi? Eh bien, notre invité doit absolument nous donner un ou des conseils de lecture. Et justement, quel est le ou les conseils de lecture que tu peux donner à nos téléspectateurs pour cette émission d'aujourd'hui? Parce que je sais que tu es un grand lecteur également. Ouais, encore vite fait, parce que c'est surtout les livres, je possède surtout les bouquins médicaux. Mais j'aime bien l'histoire des pays, surtout particulièrement l'histoire d'Haïti, ce que je tiens à cœur. Si tu veux avancer, je pense qu'on doit connaître notre histoire, pour savoir où y aller, comment avancer. Moi, j'aime bien ce bouquin-là. C'est Haïti, image d'une colonisation
1492 à 1804. C'est écrit par... C'est un livre de Élie Lescaut Jr. Oui, normalement, on le montre, mais tu peux le montrer aussi également, il n'y a pas de problème. C'est ce bouquin-là, Voilà. je ne sais pas si... Voilà, très bien. Bon, je commence Haïti, image d'une colonisation, 1492, 1804. 1804. OK. Qui- De la découverte à l'indépendance. Ça raconte l'histoire d'Haïti, la découverte à l'indépendance, en images surtout. Ok. Ça résume... Mhm. Ça résume l'histoire et en même temps on a les images qui sont parlantes. Et mes enfants, ils aiment bien que je leur fasse une lecture à dormir, donc je commence à les lire là, au moins 2 ou 3 pages de l'histoire d'Haïti. OK, très bien. Ça m'a fait plaisir de t'avoir dans cette émission et en plus ce bouquin je ne le connais pas donc il va falloir que je me le trouve et on le trouve un peu partout. Non, pas forcément. Tu l'as acheté en Haïti? Non, pas en Haïti, c'était ici, c'était un cadeau. OK, donc on va le trouver. Donc c'est quoi l'édition ou l'auteur? L'auteur, c'est Élie Lescaut Jr. Élie Lescaut Jr. Donc on va trouver facilement. Descendant du président. Du président Élie Lescaut, sans doute. Parfait. Ben, merci, Dr Chavan, OK. d'avoir répondu à notre invitation. Et en bon haïtien que tu es, tu dois avoir quelques personnes à saluer. Parce qu'en général, depuis qu'on haïtien, dans émission, que ce soit émission radio ou télé, toujours on bonjour à un tel, ça où les fêtes dédicaces à nous MFL. Donc, Moi, je commencerai par dire merci à ma femme qui m'a soutenu pendant toute cette période-là, ça fait 10 ans, parce que, mis à part mes activités médicales, etc., mes enfants, des fois, j'ai dû abandonner ma famille pour m'adonner, parce que je m'engage pour Haïti, pour aider les Haïtiens. Je tiens à saluer également tout le personnel de Villeneuve-Saint-Georges, à Nice également, qui, des fois, qui donnent 2 semaines de leur année de vacances pour Haïti et qui payent leurs billets également. Si je peux parler créole, je salue tout le monde, c'est Makio, personnel surtout directeur, c'est Max Saint-Fleur, Rosanna, Carmelita, qui toujours soutenu nous parce qu'avant c'est commencé avec nous, Smith. Je salue tout le personnel Mirbalais autour. Loun, qui est administrateur de Zambie la Santé, exécutif. Sterman et tout le personnel de Zambie la Santé. Il y en a tellement C'est sûr. tellement parce qu'il y a 8 avec il y en a Avec tellement huit- pas huit- quelques huit missions pas dit déjà. là, Lambert, Whistler, et Macli, Cher Enfant, tous ces gens-là, toutes cuisinières, c'est Macchio, là, c'est ma quoi. Moi j'ai vu balai, Bon petit bagaille, bon petit déjeuner, bon maïmoulin. Quand pile moun là me déclaré salut, mais pour me dire toute l'histoire, on t'a qu'à arrêter jusqu'à demain matin. Effectivement. Haïti sous que nous aimons Haïti. C'est quand la Et prochaine mission? La prochaine mission, c'était là. Non, on devrait partir en novembre. Mais Air France nous a dit que si on part, on doit passer par Miami. C'est pas si sûr à cause de la crise sanitaire. Et il n'y avait pas de date de retour. Et je te cache pas, je pense pas qu'actuellement, notre hôpital nous laissera partir en France. On nous laissera pas partir comme ça. c'est pas évident, ouais. Le personnel médical, on sera réquisitionné parce que je pense qu'il y aura avec la deuxième vague. Je suis pas si sûr. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on était en réunion avec la direction de l'hôpital pour Haïti. Donc, du coup, c'est pas si sûr. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais sinon, j'ai gardé toujours les billets pour novembre 2021. Ça, c'est la grande mission. Mais il y a le professeur en chirurgie, le professeur Gaoussou Touré, qui est professeur en chirurgie maxillofaciale, on forme les gens comme ça, et qui, lui, il fait 2 missions par année. Il arrive à faire 2 missions sur Haïti. Ah, très bien. Donc, tu participes aussi à cette mission? Non, je peux participer qu'une seule fois. Je participe à la grande mission. Mais on compte multiplier les missions à l'avenir. Je peux partir qu'une seule fois, 2 semaines déjà. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Voilà, c'est terminé pour cette émission Transparence. Le sujet, c'était la bonne santé de la population haïtienne est-elle tributaire de l'entraide médicale? On a compris qu'effectivement, on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas un petit peu d'entraide. L'entraide vient non seulement de Solidarité CHIV Haïti, mais également d'autres entités et également, surtout, des médecins qui sont spécialisés, qui sont formés, notamment durant les stages organisés par l'association. Merci encore d'avoir été des nôtres et rendez-vous une prochaine fois.
Merci Pradel, oui, sans nul doute. Et j'espère que la prochaine fois, on aura sur le plateau des stagiaires. Oui, des stagiaires, pourquoi pas. Merci. Donc, je vous rappelle que cette 17e édition de Transparence était possible grâce à la revue Boyo Magazine, grâce à l'émission Boulevard du Compas, grâce à l'artiste Whitson Amos. Et encore une fois, nous saluons le restaurant aux ananas qui soutient notre chaîne H-Live. C'était Pradel Saint-Fleur avec vous pour cette émission Transparence. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition. À bientôt.